Espèce d'idiote, comment as-tu osé démissionner de ton travail et bloquer les cartes bancaires? Qui va payer mon crédit immobilier, maintenant? Et qui va subvenir aux besoins de mon garçon? Il est aussi au chômage, lui, hurlait ma belle-mère. Mais elle ne pouvait même pas imaginer ce que j'allais faire ensuite. Avant de commencer, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Merci, et bonne écoute. Claire était assise dans un café, juste en face de son bureau, et traçait sur une feuille de papier les dernières lignes de sa lettre de démission. Le stylo glissait avec assurance, sans la moindre rature. Elle relut le texte, plia la feuille en 4, puis la rangea dans son sac. Son cappuccino avait refroidi, mais elle n'y avait même pas touché. Dehors, une fine pluie d'octobre tombait. Les gens se pressaient, vaquant à leurs occupations, tandis que dans l'esprit de Claire, pour la première fois depuis de nombreux mois, régnait une clarté absolue. Le téléphone se mit à vibrer. C'était un numéro inconnu. Claire décrocha, et entendit une voix féminine, se présentant comme maître Sophie Laurent, notaire. Il s'agissait de tante Solange, la sœur aînée de son père, que Claire avait vue pour la dernière fois, il y avait environ 10 ans, lors d'une fête de famille. La tante vivait à Rouen. C'était une femme solitaire et réservée, qui ne communiquait presque avec aucun membre de sa famille. La femme à l'autre bout du fil, lui annonça le décès de Solange, survenu 3 semaines plus tôt, et l'informa que Claire était désignée comme son unique héritière. Un appartement de 2 pièces dans le centre de Rouen, et un petit compte bancaire, contenant environ 10 000 euros. Il fallait se rendre sur place, signer les documents, et accepter l'héritage. Claire raccrocha, et s'adossa à sa chaise. Un appartement dans une autre ville, dont personne ne connaissait l'existence. Ni son mari, Vincent, ni la mère de celui-ci, Béatrice. Elle regarda par la fenêtre, observant le ciel gris, et soudain, elle sentit un déclic se produire en elle. Ce n'était pas seulement un cadeau du destin, c'était une porte de sortie. Claire termina son café froid, et s'apprêtait à partir, lorsqu'elle surprit une conversation venant de la table voisine. 2 femmes d'une 50aine d'années étaient assises près de la fenêtre, et l'une d'elles se plaignait de sa belle-fille. « Tu te rends compte, elle l'a entretenue pendant 4 ans. Mon Olivier disait tout le temps qu'il passait des entretiens, qu'il allait trouver un travail d'une minute à l'autre, mais en réalité, il s'était arrangé avec un ami. Cet ami travaillait dans les ressources humaines. Il l'appelait régulièrement, et il jouait la comédie au téléphone. Ma belle-fille entendait ces conversations, et croyait que son mari faisait des efforts, alors qu'il passait ses journées à la maison, à jouer aux jeux vidéo. Comment a-t-elle découvert la vérité? Elle a croisé cet ami par hasard dans la rue, et l'a remercié d'avoir invité Olivier à un entretien. L'ami n'a absolument pas compris de quoi elle parlait. Et tout a éclaté au grand jour. Elle a demandé le divorce, 1 mois plus tard. Claire se figea, son sac à la main. Vincent était sans emploi depuis déjà 5 mois. Un licenciement économique, disait-il. Le département a été dissous. Depuis lors, chaque matin, il se préparait, et sortait soi-disant pour des entretiens, et des rendez-vous avec des recruteurs. Il rentrait 3 ou 4 heures plus tard, racontait en détail les questions qu'on lui avait posées, affirmait qu'on lui avait promis de le rappeler, mais il n'avait reçu aucune offre en 5 mois. Elle sortit du café, et se dirigea vers son bureau, mais ses pensées étaient bien loin du travail. Claire occupait le poste d'analyste financière, dans une grande entreprise de construction. Son salaire était de 3 500 €, sans compter les primes trimestrielles. C'était précisément son revenu, qui finançait intégralement leur vie depuis plusieurs mois. Le loyer de l'appartement s'élevait à 1 200 €, les charges à environ 150 €, et les courses ainsi que les autres dépenses, nécessitaient au moins 800 € de plus. À cela s'ajoutaient les demandes d'aide régulières, formulées par Béatrice. Assise à son bureau, Claire alluma son ordinateur, et se connecta à l'espace client de sa banque. Vincent et elle possédaient un compte commun, sur lequel elle transférait chaque mois de l'argent, pour les dépenses courantes. D'habitude, elle ne vérifiait pas les relevés, faisant confiance à son mari, mais cette fois, quelque chose la poussa à consulter l'historique des opérations.
La première chose qui lui sauta aux yeux, ce furent des prélèvements réguliers, destinés à des plateformes de jeux vidéo comme Steam, PlayStation Network ou Xbox. Des sommes de 40 à 50 euros, mais très fréquentes. Claire fit défiler la page. Il y avait des abonnements à des services de streaming, et ce, sur plusieurs plateformes à la fois. Des commandes de repas dans des restaurants chers, livrés à domicile pendant les heures de travail, alors qu'elle était au bureau. Au cours des 2 derniers mois, environ 600 euros avaient été dépensés, rien que pour les loisirs. Pendant qu'elle économisait sur ses déjeuners, et marchait au lieu de prendre un taxi, Vincent dépensait leur argent dans des jeux. Le téléphone sonna. C'était Béatrice. Sa belle-mère l'appelait environ 3 fois par semaine, et à chaque fois, la conversation se terminait par une demande d'argent. « Ma petite Claire, ma chérie, bonjour. Comment vas-tu? Et le travail? » ? Bonjour. Tout va bien, je suis juste très occupée en ce moment. Je comprends, je comprends. Écoute, j'ai un petit souci. Tu te souviens de ma voisine, Madame Martin? Elle doit subir une opération d'urgence, un problème de femme. Elle n'a pas un sou, sa retraite est minuscule. Je lui ai promis de l'aider. Il manque 500 euros. Claire ferma les yeux. Un mois plus tôt, sa belle-mère lui avait demandé 400 euros pour remplacer la plomberie. 2 mois auparavant, c'était 450 euros pour des médicaments. Et avant cela, 600 euros pour des réparations dans sa maison de campagne. À chaque fois, elle promettait de rembourser. Elle ne l'avait jamais fait. Béatrice, pour être honnête, je ne peux pas faire de virement maintenant, mais je vous apporterai l'argent ce soir. Très bien. Oh, merci infiniment, ma chérie. Tu nous sauves la vie. Madame Martin sera tellement reconnaissante. Claire raccrocha, et regarda l'heure. Il était 3 heures de l'après-midi. Si elle partait un peu plus tôt, sous prétexte d'un rendez-vous client, elle aurait le temps de passer chez sa belle-mère, avant que celle-ci ne l'attende pour le soir. Juste pour vérifier. 40 minutes plus tard, Claire se tenait devant la porte de l'appartement de Béatrice, et sonna. La belle-mère lui ouvrit, visiblement surprise. « Claire, tu avais dit que tu passerais ce soir. » Mon rendez-vous dans le quartier s'est terminé plus tôt, alors j'ai décidé de passer. Claire entra dans l'appartement. Béatrice avait l'air en pleine forme, et son visage ne trahissait aucune inquiétude quant aux problèmes de sa voisine. Sur la table de la cuisine, un ordinateur portable était allumé. La belle-mère s'empressa de rabaisser l'écran, mais Claire eut le temps d'apercevoir un site de vente en ligne, spécialisé dans les manteaux d'hiver. À l'écran, s'affichait un luxueux manteau en fourrure véritable, affiché à 2000 euros. « Où est Madame Martin? Je pourrais peut-être lui donner l'argent directement? » Béatrice perdit contenance pendant une seconde. Elle est déjà à l'hôpital, elle a été admise pour des examens. Donne-moi plutôt l'argent, je le lui apporterai demain. Je vois. Dans ce cas, je repasserai ce soir, comme convenu. J'ai encore des courses à faire. Claire partit, sans laisser à sa belle-mère le temps de réagir. Dans l'ascenseur, elle sortit son téléphone, et composa le numéro du bureau des admissions de l'hôpital du quartier. Elle donna le prénom de Madame Martin, dont elle avait vérifié le nom de famille auprès de la gardienne en bas, qui connaissait tous les résidents de l'immeuble. L'hôpital n'avait aucune patiente à ce nom. L'opération de la voisine n'était qu'un mensonge de plus, inventé pour soutirer de l'argent, afin de s'acheter un manteau. Le lendemain, Claire décida de vérifier un autre détail, qui la tourmentait depuis longtemps. Vincent lui avait raconté qu'avant son licenciement, il travaillait comme développeur, dans une grande entreprise informatique. 5 ans d'ancienneté, de beaux projets, et d'excellentes recommandations. Le licenciement avait été brutal, l'entreprise ayant déménagé dans une autre ville. Une partie des employés avait refusé la mutation. Claire retrouva l'adresse de cette entreprise, dans de vieux emails de son mari, prit quelques heures de congé, et s'y rendit. Les bureaux se trouvaient dans un centre d'affaires moderne, en périphérie de Paris. Elle monta à l'étage indiqué,
et s'approcha de la réception. L'agent de sécurité lui demanda poliment le but de sa visite. « Bonjour, je suis la femme de Vincent Dubois. Il travaillait chez vous, jusqu'à récemment. Je venais récupérer les affaires, qu'il a oubliées au bureau. » L'agent fronça les sourcils, ouvrit un logiciel sur son ordinateur, et tapa le nom de famille. « Excusez-moi, mais nous n'avons aucun employé de ce nom dans notre base de données. Êtes-vous sûr de ne pas vous tromper d'entreprise? Non, c'est bien ici. Vincent Dubois, développeur. L'agent secoua la tête. Notre base de données répertorie tous les employés des 10 dernières années. Cette personne n'a jamais travaillé chez nous. Il était peut-être prestataire externe, mais dans ce cas, on ne lui aurait pas attribué de bureau personnel. Claire le remercia, et sortit. Un seul mot martelait son esprit, menteur. Vincent avait menti au sujet de son travail. Il n'y avait probablement jamais travaillé, ce qui signifiait qu'il n'y avait jamais eu de licenciement. Mais alors, d'où venait l'argent avec lequel il vivait avant leur mariage? Ou bien travaillait-il ailleurs, et avait-il menti, pour paraître plus accompli professionnellement? Les questions s'accumulaient. Le soir venu, lorsque Claire rentra chez elle, Vincent était assis dans la cuisine, les yeux rivés sur son téléphone. En entendant ses pas, il leva la tête. « Salut. Comment s'est passée ta journée? » « Ça va. Je suis très fatiguée. » Claire alla dans la salle de bain, se lava le visage, et se changea. Vincent resta dans la cuisine. Elle l'entendit dire quelque chose au téléphone, puis éclater de rire. De retour dans la cuisine pour prendre un verre d'eau, elle remarqua qu'il avait laissé son téléphone sur la table, et était sorti sur le balcon pour fumer. Claire n'était pas du genre à fouiller dans les affaires des autres, même dans celles de son mari. Mais là, il y avait trop de choses qui clochaient. Elle prit rapidement le téléphone. Il n'y avait pas de code. Vincent ne verrouillait jamais son écran à la maison. Elle ouvrit l'application de messagerie, et trouva la conversation avec sa mère. Elle lut les messages du jour. Béatrice avait écrit à son fils, « Mon chéri, je lui ai parlé de l'opération de la voisine. Je pense qu'elle va donner l'argent. Tu comprends bien, qu'il m'en manque pour payer mes vacances. » Des vacances, et non un manteau. Mais le fond restait le même, un mensonge. La réponse de Vincent fit froid dans le dos de Claire. « Maman, sois prudente, elle est un peu méfiante ces derniers temps. Ce serait dommage, que la poule aux œufs d'or s'arrête de pondre. » La poule aux œufs d'or. Claire fit rapidement une capture d'écran de la conversation, et se l'envoya par email. Puis, elle fit défiler la discussion plus haut. Il y avait un message de sa belle-mère, datant d'1 mois. « Mon fils, quand vas-tu enfin trouver un vrai travail? Elle va bientôt commencer à poser des questions. » La réponse. « Maman, je te l'ai déjà dit, je suis très bien comme ça. Pourquoi me fatiguer, quand je peux vivre tranquillement? Je chercherai quelque chose plus tard, quand elle commencera vraiment à me prendre la tête. » La porte du balcon commença à s'ouvrir. Claire reposa le téléphone à sa place, prit rapidement un verre, et se versa de l'eau. Vincent revint, sans rien remarquer. Elle but son eau, et retourna dans la chambre. Elle s'assit sur le lit, et resta immobile pendant 10 minutes, digérant l'information. Toutes les pièces du puzzle s'assemblaient. Vincent ne cherchait pas du tout de travail. Il gagnait délibérément du temps, vivait à ses crochets, et sa mère l'aidait dans cette démarche. Pire encore, tous deux la considéraient comme une simple source de revenus, qu'il fallait traire avec précaution. Pendant 5 mois, elle avait cru en lui, l'avait soutenu, s'était privée pour lui, alors qu'il se contentait de l'utiliser. Le lendemain, Claire se leva plus tôt que d'habitude. Vincent dormait encore. Elle s'habilla, et quitta l'appartement sans faire de bruit, pour ne pas le réveiller. Sur le chemin du travail, elle s'arrêta dans l'agence d'une autre banque, différente de celle où ils avaient leur compte commun, et ouvrit un nouveau compte à son nom, auquel son mari n'aurait aucun accès. Le conseiller finalisa l'opération en 20 minutes. Au bureau, Claire travailla comme à son habitude, tout en peaufinant son plan en parallèle.
Le soir même, elle appela la notaire à Rouen, pour clarifier les détails de l'héritage. Les documents seraient prêts dans 2 semaines. L'appartement serait vidé des affaires de sa défunte tante, une semaine plus tard. Cela faisait un total de 3 semaines. Elle disposait de ce laps de temps, pour tout organiser. Claire commença à transférer l'argent de son compte principal, vers le nouveau, par petites sommes de 100 à 150 €, afin de ne pas éveiller les soupçons. Vincent avait accès à l'historique des opérations du compte commun, mais elle avait toujours gardé son compte personnel strictement séparé. Chaque jour, elle transférait un peu plus, jusqu'à ce que son compte sécurisé atteigne la somme de 8 000 €. Ce serait suffisant pour commencer. Parallèlement, elle commença à retirer discrètement ses affaires de la maison. Rien de trop visible, seulement le plus essentiel et le plus précieux, ses documents, ses photos, ses bijoux, et ses livres préférés. Elle rangeait tout cela dans un grand sac, et l'apportait chez sa collègue, Valérie, avec qui elle était amie depuis de nombreuses années. Valérie était la seule à être au courant des projets de Claire, et la soutenait inconditionnellement. « Tu as entièrement raison, » disait-elle. « On ne peut pas se laisser utiliser par des gens pareils. Ils ne changeront jamais. » Claire n'entrait pas dans les détails, se contentant des grandes lignes. Valérie comprenait parfaitement la situation, et lui avait proposé de stocker ses affaires dans son débarras, aussi longtemps que nécessaire. Une semaine s'écoula. Vincent ne se doutait de rien. Comme à son habitude, il quittait la maison tous les matins, soi-disant pour des réunions et des entretiens, rentrait vers l'heure du déjeuner, racontait ses prétendues nouvelles offres d'emploi, les exigences démesurées des recruteurs, et la difficulté de trouver un poste convenable. Béatrice appelait un jour sur 2, mais Claire avait commencé à lui répondre qu'elle n'avait plus d'argent pour le moment, et qu'il fallait attendre sa prime. La belle-mère se montrait vexée, mais n'insistait pas trop pour l'instant. Un soir, Claire était assise dans la cuisine, devant son ordinateur, faisant semblant de travailler sur un rapport. En réalité, elle étudiait le marché de la location à Rouen, regardait les prix, et les quartiers. Elle pourrait vivre dans l'appartement dont elle avait hérité. Mais il nécessitait des travaux, et il serait peut-être préférable de louer quelque chose de décent dans un premier temps, ou alors de s'y installer directement. Elle prendrait cette décision plus tard. Vincent sortit de la chambre, et s'approcha du réfrigérateur. « Dis, ça te dirait qu'on aille chez ma mère samedi ? Elle nous a invités dans sa maison de campagne. On pourrait faire un barbecue, se détendre. » Je ne pourrai pas. Mon rapport est urgent. Je dois clôturer le trimestre. Encore le travail. Tu devrais te reposer de temps en temps. Claire leva les yeux vers son mari. Il se tenait là, une bouteille de jus de fruits à la main, l'air détendu, et satisfait de sa vie. Un homme qui ne travaillait pas depuis 5 mois, lui conseillait de se reposer. Elle ravala un commentaire sarcastique, et se contenta de répondre, la prochaine fois, sans faute. Le jour suivant, un événement se produisit, qui acheva de convaincre Claire, du bien fondé de sa décision. Alors qu'elle rentrait de sa pause déjeuner, elle aperçut Vincent dans la rue. Il marchait avec 2 autres hommes. Tous les 3 riaient, et avaient l'air complètement détendus. Il était environ 3 heures de l'après-midi. Claire ralentit le pas, et les observa de loin. Ils entrèrent dans un centre de loisirs, comprenant un bowling et des billards. Claire attendit environ 5 minutes, puis entra à son tour. Il n'y avait pas grand monde dans la salle. Elle repéra rapidement Vincent et sa bande. Ils avaient réservé une piste de bowling, commandé des bières et des amuse-bouches, et discutaient joyeusement. L'un des hommes dit quelque chose, ce qui fit éclater de rire Vincent, qui lui donna une grande tape dans le dos. Voilà donc à quoi ressemblaient ses entretiens, ses rendez-vous avec des recruteurs, et sa recherche d'emploi. Claire quitta le centre avant d'être repérée, retourna au bureau, et fut incapable de se concentrer sur son travail, pour le reste de la journée. Le soir, Vincent rentra à la maison, comme si de rien n'était. Il raconta qu'il avait passé un entretien pour une start-up, mais que le projet ne lui plaisait pas. 3 jours plus tard, Béatrice appela. Cette fois, sa voix était plus dure, dépourvue de sa douceur habituelle.
Claire, j'ai besoin d'argent. Il me faut 500 €, urgemment. Pourquoi faire? Ça ne te regarde pas. Je te le demande. Tu dois me les donner. C'est ça, la famille. Béatrice, je n'ai vraiment pas cette somme en ce moment. Comment ça, tu ne l'as pas? Tu travailles, tu gagnes bien ta vie. Tu es avare avec ta propre famille? Ce n'est pas une question d'avarice, c'est juste que je ne les ai pas. Mais pour toi, tu en as, n'est-ce pas? Oui, j'ai bien vu que tu t'es acheté un nouveau sac, récemment. Claire avait acheté ce sac 2 ans plus tôt, mais elle ne prit pas la peine de débattre. Je suis désolée, je ne peux pas vous aider. Béatrice raccrocha au nez, sans même lui dire au revoir. 10 minutes plus tard, Vincent appela. Qu'est-ce que tu as dit à ma mère? Elle est en larmes. Je n'ai rien dit, j'ai simplement refusé de lui donner de l'argent. Comment peux-tu lui refuser ça? C'est ma mère. Vincent, je n'ai pas d'argent de reste. Je paie seul le loyer, la nourriture, absolument tout. Eh bien, toi tu as un travail, et moi je suis en recherche. C'est temporaire. Ça fait déjà 5 mois que c'est temporaire. Qu'est-ce que tu insinues? Je fais des efforts pour trouver un poste digne de ce nom, je ne vais pas accepter la première offre venue. Claire raccrocha. C'était peine perdue. Il rappela 1 minute plus tard, mais elle ne décrocha pas. Elle lui envoya un message, je suis fatiguée. On en parlera à la maison. Elle ne reçut aucune réponse. Le soir, Vincent l'accueillit par un silence glacial. Il s'installa ostensiblement dans le salon, et ferma la porte. Claire ne chercha pas à s'expliquer, dîna, prit sa douche, et se coucha. Il ne rejoignit la chambre qu'après minuit. Plusieurs jours d'un silence tendu suivirent. Claire continuait de rassembler ses affaires, de transférer son argent, de se préparer. Il restait moins d'1 semaine, avant son voyage à Rouen, pour régler les documents de l'héritage. Elle avait déjà tracé son plan mentalement, réglé la paperasse pour l'appartement, déposé une demande de divorce, démissionné de son travail, et déménagé. À Rouen, elle pourrait trouver un emploi d'analyste financière. Même si le salaire serait moindre, le coût de la vie y serait également plus bas. Le jeudi soir, Vincent brisa inopinément le silence. Écoute, on ne va pas se disputer. Je comprends que ce soit dur pour toi, de tout porter seul en ce moment. J'essaie vraiment de trouver du travail. Claire le regarda. Il était assis sur le canapé. Son visage affichait un repentir qui se voulait sincère. D'accord. Ma mère est très contrariée aussi. Elle ne voulait pas te blesser. Je vois. Tu ne pourrais pas l'aider, malgré tout? Même juste un peu. Elle en a vraiment besoin. Pourquoi en a-t-elle besoin? Vincent hésita. Elle doit rembourser le crédit de son appartement. L'échéance approche. Claire fronça les sourcils. Quel crédit? Quel appartement? Elle a acheté un appartement à crédit, il y a 3 ans. Elle voulait le mettre en location, et rembourser le prêt avec les loyers, mais ça n'a pas marché. Les locataires sont partis. Et pourquoi n'étais-je pas au courant? Eh bien, maman ne voulait pas t'inquiéter, elle pensait pouvoir s'en sortir seule. Et combien lui faut-il? 2000 €. C'est l'échéance annuelle. Il faut la régler 1 fois par an. Claire s'adossa au canapé. 2000 €. Et elle s'imaginait qu'elle allait simplement lui faire cadeau d'une telle somme? Enfin, c'est la famille, on se doit de s'entraider. Vincent, je n'ai pas cette somme. Comment ça, tu ne l'as pas? Tu as un bon salaire. Tu dois bien avoir des économies. Mes économies ont servi à nous faire vivre, ces 5 derniers mois. Il se renfrogna. Donc, tu refuses d'aider ma mère? Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Vincent se leva, et fit les 100 pas dans la pièce.
Tu sais, tu as vraiment changé dernièrement. Tu es devenu dur, insensible. Claire garda le silence. Il était inutile de débattre. Elle se leva, et se dirigea vers la salle de bain. Sous le jet brûlant de la douche, elle prit conscience d'une chose: je fais le bon choix, encore un peu de patience, et je serai libérée de tout ça. Le lendemain matin, elle se réveilla avec un plan précis en tête: on est vendredi, je dois aller à Rouen lundi. Cela signifiait qu'elle devait remettre sa lettre de démission aujourd'hui. Son directeur lui demanderait certainement de faire un préavis, d'au moins une semaine. C'était tout à fait normal. En une semaine, elle aurait le temps de boucler ses dossiers, de transmettre ses projets à ses collègues, et ensuite, ce serait la liberté. Claire s'habilla, et prit son petit déjeuner. Vincent dormait encore. Elle quitta l'appartement, et partit travailler avec la sensation qu'une nouvelle vie l'attendait. Dans son sac, reposait la lettre de démission, rédigée une semaine plus tôt, dans ce même café. La journée de travail ne faisait que commencer. Le lundi matin, Claire prit le train en direction de Rouen. Vincent ne lui demanda même pas où elle allait. Elle lui avait dit qu'elle partait en déplacement professionnel pour 2 jours. Il avait hoché la tête, et était retourné devant son ordinateur. La ville l'accueillit avec un ciel gris, et un vent glacial. L'étude notariale se trouvait dans un vieil immeuble, dans une rue du centre-ville. Maître Sophie Laurent s'avéra être une femme d'une 60aine d'années, au regard perspicace. Elle étala les documents sur son bureau, et lui expliqua la procédure d'acceptation de l'héritage. L'appartement était net, sans hypothèque ni dette. Le compte bancaire serait débloqué, 1 mois après l'émission de l'acte de notoriété. Tout était simple et clair. Claire signa les papiers nécessaires. La notaire lui remit les clés de l'appartement. L'adresse se situait en bordure du centre-ville. Il s'agissait d'un immeuble en briques de 5 étages, datant des années 80. Claire s'y rendit en taxi, monta au 3e étage, et ouvrit la porte. Une odeur de vieillesse et de naphtaline lui sauta au nez. L'appartement nécessitait un grand nettoyage, et un bon rafraîchissement. Mais l'agencement était agréable, et les fenêtres donnaient sur une cour calme. Il était tout à fait habitable. Elle y passa 1 heure, inspectant les pièces, et évaluant l'ampleur des travaux. Puis, elle ferma l'appartement à clé, et retourna à la gare. Dans le train, elle sortit son téléphone, et commença à chercher des avocats spécialisés en droit de la famille. Elle trouva un cabinet avec de bons avis, et prit rendez-vous pour une consultation, le mercredi soir. De retour en ville, Claire rentra chez elle tard dans la soirée. Vincent était affalé devant la télévision, une canette de bière à la main. Alors, ce voyage ? Très bien. Mais je suis épuisée. Elle se dirigea vers la chambre, s'allongea sans même se déshabiller, ferma les yeux, et se réconforta en pensant que d'ici quelques semaines, tout cela appartiendrait au passé. Le mercredi après le travail, Claire se rendit à sa consultation chez l'avocate. Le cabinet se trouvait non loin du centre. C'était un petit bureau, situé au 1er étage d'un immeuble résidentiel. Elle fut accueillie par une femme d'une 50aine d'années, vêtue d'un tailleur strict, qui se présenta sous le nom de maître Isabelle Rousseau. Elle l'invita à s'asseoir, et lui proposa un thé, que Claire déclina. Elle lui exposa brièvement sa situation. Son mari ne travaillait pas depuis 5 mois, et mentait sur sa recherche d'emploi. Sa belle-mère réclamait constamment de l'argent. Elle possédait des preuves de leurs mensonges, souhaitait divorcer, et déménager dans une autre ville. Elle avait besoin de savoir comment procéder légalement. Maître Rousseau l'écouta attentivement, acquiesçant de temps en temps, avant de lui poser quelques questions pour clarifier la situation. L'appartement dans lequel vous vivez, est-il à votre nom ? Oui, au mien. C'est un vieux bail, signé avant notre mariage. Avez-vous des biens communs ? Non. Tout a été acheté avec mon argent. J'ai gardé les factures, et les relevés de compte. Des crédits conjoints ? Non. Des enfants ? Non plus. L'avocate s'adossa à son fauteuil.
Votre dossier est assez simple, d'un point de vue juridique. Il n'y a pratiquement aucun bien à diviser. Vous n'avez pas de contrat de mariage, c'est donc le régime de la communauté légale qui s'applique. Mais puisque tout a été acquis par vous, et que vous en avez les preuves, il n'y a rien à partager. Vous pouvez lancer une procédure de divorce de votre côté. Vous obtiendrez le jugement dans un mois. Et lui, peut-il exiger quelque chose? Théoriquement, il pourrait essayer de prouver qu'il a contribué au budget du ménage. Mais si vous avez des preuves du contraire, le tribunal sera de votre côté, d'autant plus qu'il n'a pas travaillé officiellement ces derniers mois. Je comprends. Un dernier point. Avant de déposer votre requête, sécurisez vos finances. Bloquez son accès à tous les comptes. Transférez votre argent vers de nouveaux comptes dont il ignore l'existence. Dès le dépôt de la demande, il pourrait tenter de vous manipuler ou de faire pression sur vous. Soyez préparés. Claire acquiesça. Elle avait déjà commencé à transférer son argent, mais n'avait pas encore terminé. Maître Rousseau la regarda avec gravité. Et surtout, le plus important, ne leur dites rien, jusqu'au tout dernier moment. Laissez-les croire que tout est sous contrôle, sinon, ils auront le temps de se préparer, et d'imaginer des contre-mesures. L'effet de surprise est votre meilleur atout. Claire quitta le cabinet de l'avocate avec une vision très claire des étapes à suivre. Elle avait payé 150 € pour la consultation, mais cet argent était bien investi. Elle savait désormais exactement quoi faire. Le lendemain, l'inattendu se produisit. Vincent rentra à la maison le soir, le visage rayonnant. « Tu te rends compte, on m'a enfin embauché. » Claire leva les yeux de son ordinateur. « Où ça ?» ?»« Dans une entreprise informatique. Développement de logiciels d'entreprise. Salaire de 2500 € net. Je commence dans une semaine. » Il avait l'air enthousiaste, il la prit même dans ses bras. Claire feignit la joie. « C'est génial. Félicitations. Je t'avais bien dit que je trouverais quelque chose de bien. Il fallait juste être patient. » Comment s'appelle l'entreprise? Technoplu. Ils sont récents sur le marché, mais c'est une boîte très prometteuse. Et que vas-tu faire? Du développement de systèmes internes, pour des banques. Le projet est super intéressant. Claire hochait la tête, écoutait, et posait des questions. Vincent racontait les détails avec entrain, savourant visiblement le moment. Puis il partit appeler sa mère, pour lui annoncer la bonne nouvelle. Le lendemain, pendant sa pause déjeuner, Claire chercha les coordonnées de l'entreprise Technoplu sur Internet. Elle appela l'accueil, se présenta comme une employée de banque, et prétendit devoir vérifier des informations, pour accorder un crédit à son client, Vincent Dubois. Elle devait confirmer son lieu de travail. La jeune femme à l'autre bout du fil, lui répondit poliment, qu'aucun employé de ce nom ne figurait dans leurs effectifs. Peut-être qu'il n'est pas encore officiellement enregistré? Non. Ce nom n'apparaît pas non plus, dans la liste des embauches prévues pour le mois à venir. Il s'agit peut-être d'une autre entreprise. Claire la remercia, et raccrocha. Encore un mensonge, et même pas bien ficelé. Vincent n'avait même pas pris la peine de vérifier, si l'entreprise existait vraiment, et si elle corroborerait sa version. Il avait simplement balancé le premier nom qui lui était passé par la tête, en pensant que ça passerait. Le soir venu, il continua sa petite comédie, parlant de ses futurs collègues, de son bureau, et de ses missions. Claire acquiesçait, et posait des questions pour le relancer. Vincent ne remarquait pas le piège. Dans une semaine, lorsqu'il était censé commencer ce nouveau travail, il inventerait certainement une nouvelle excuse, l'entreprise a fait faillite, le projet a été annulé, ou autre chose. Mais d'ici là, Claire ne serait plus là. Le samedi matin, on sonna à la porte. Claire ouvrit. Béatrice se tenait sur le palier, le visage tendu. Elle entra dans l'appartement sans même dire bonjour correctement. « Il faut qu'on parle. » Vincent sortit de la chambre. « Maman, salut. Qu'est-ce qui se passe ?
Mon chéri, j'ai un gros problème. Il allèrent dans le salon, et s'assirent. Béatrice sortit des papiers de son sac. Je dois payer mon crédit immobilier de toute urgence. 2000 €. La date limite est dans 5 jours. Claire fronça les sourcils. Quel crédit immobilier? La belle-mère la regarda comme si sa question était stupide. J'ai acheté un appartement il y a 3 ans, un studio en banlieue. Je pensais le louer, et rembourser le prêt avec les loyers, mais les locataires sont partis il y a 6 mois, et je n'en ai pas trouvé d'autres. Et il faut bien payer. Pourquoi n'étais-je pas au courant? Pourquoi aurais-tu dû l'être? Ce sont mes affaires. Mais maintenant, vous venez réclamer de l'argent. Béatrice se redressa. Tu fais partie de la famille. La famille s'entraide. Ou bien vas-tu refuser, dans une telle situation? Claire regarda sa belle-mère, puis son mari. Vincent restait silencieux, les yeux baissés. Il faut que j'y réfléchisse. Qui a-t-il à réfléchir? Quelqu'un est dans le besoin, et a besoin d'aide. Ou bien est-ce que ça te fait mal au cœur de donner cet argent? Ce n'est pas une question d'argent. Et de quoi alors? Tu as un bon salaire. Claire se leva. Je vais y réfléchir, et je vous donnerai ma réponse plus tard. Béatrice poussa un reniflement indigné, mais ne chercha pas à argumenter. Elle rassembla ses affaires et partit, en claquant bruyamment la porte. Vincent était resté assis sur le canapé. Tu vas vraiment refuser de l'aider? Claire le dévisagea. Je n'ai pas cette somme. Tu travailles, tu peux prendre un crédit. Pour rembourser son crédit, à elle? Enfin, c'est ma mère. On ne peut pas la laisser tomber. Claire tourna les talons, et alla dans la chambre. Elle ferma la porte, et s'assit sur le lit. À l'intérieur, elle bouillait de rage, mais extérieurement, elle gardait son calme. 2000 €, pour rembourser un crédit immobilier contracté en cachette, dans son dos, et qu'ils exigeaient maintenant comme un dû. Elle prit son téléphone, et envoya un message à Valérie, pour lui demander si elle pouvait lui apporter encore quelques cartons d'affaires. Valérie répondit immédiatement, bien sûr, passe quand tu veux. La semaine suivante, Claire s'activa pour vider l'appartement de ses biens. Chaque matin, elle préparait un grand sac rempli de vêtements, de chaussures, et de produits de beauté. Elle partait tôt, pendant que Vincent dormait encore. Le soir, elle rentrait les mains vides. Il ne remarquait rien. Sa chambre était devenue son univers. Il y passait le plus clair de son temps, devant son ordinateur. Ce qui se passait dans le reste de l'appartement ne l'intéressait absolument pas. À la fin de la semaine, Claire avait déménagé presque tout ce qui comptait, ses documents administratifs, ses bijoux, ses photos, ses livres préférés, et ses vêtements. Valérie lui avait fait de la place dans la moitié de son garage, pour stocker ses cartons. Tout était soigneusement rangé, et étiqueté. Il ne restait plus qu'à attendre le moment opportun. Le jeudi soir, alors que Claire faisait quelques courses au supermarché, et faisait la queue à la caisse, elle entendit soudain une voix familière. Elle se retourna. À la caisse voisine se tenait une femme, qu'elle avait déjà vue sur les photos Facebook de Damien, l'un des amis de Vincent. C'était la femme de Damien, ou peut-être son ex-femme, Claire n'en était pas certaine. Leurs regards se croisèrent. La femme la reconnut également, et lui fit un signe de tête. Elles sortirent du magasin presque en même temps. Claire prit l'initiative. « Excusez-moi, je crois que nous ne nous connaissons pas personnellement, mais je vous ai vu en photo. Vous êtes Camille, la femme de Damien ?» La femme eut un petit rire amer. Son ex-femme. Nous avons divorcé l'année dernière. Oh, pardon, je l'ignorais. Ce n'est rien. Tu es Claire, n'est-ce pas? Oui. La femme de Vincent? C'est bien ça. Elle se tenait à la sortie du supermarché. Camille la regarda d'un air scrutateur. Comment ça se passe pour vous?
Claire ne sut quoi répondre. Camille perçut sans doute son embarras. Écoute, allons boire un café. Il y a un petit bistrot juste à côté, on a des choses à se dire. 10 minutes plus tard, elles étaient attablées. Camille commanda un cappuccino, et Claire fit de même. Le silence dura quelques instants. Puis Camille prit la parole la première. Tu sais, si j'ai divorcé de Damien, c'est parce qu'il n'avait pas travaillé depuis 3 ans. Il me disait sans cesse qu'il cherchait, qu'il allait bientôt trouver. Je l'ai cru, j'ai assumé toutes les dépenses du foyer toute seule, jusqu'à ce que je découvre la vérité. Quelle vérité? Lui, ton mari, et quelques autres gars, ils étaient 5 en tout, se retrouvaient régulièrement en ligne pour jouer aux jeux vidéo, et ils discutaient des meilleures façons de manipuler leurs femmes. Ils avaient même un groupe de discussion sur une application. Un jour, Damien a oublié son téléphone à la maison par erreur. J'ai lu leur message. Ils s'échangeaient des astuces sur comment s'en sortir, quand la femme commence à avoir des soupçons. C'était tout un système bien rodé. Claire sentit un froid glacial l'envahir. Tu es sérieuse? Totalement. J'ai vérifié par la suite, et j'en ai eu la confirmation. Ils s'inventaient même des alibis entre eux. Par exemple, l'un appelait pour se faire passer pour un recruteur, pendant que l'autre faisait semblant de passer un entretien téléphonique devant sa femme. Une vraie couverture mutuelle. Et Vincent en faisait partie. C'était même l'un des membres les plus actifs. Claire but une gorgée de café. Sa main tremblait légèrement. Camille le remarqua. Tu t'en doutais? Oui. Mais je pensais que c'était juste lui. Je ne savais pas qu'il y avait toute une bande derrière. Ils sont tous comme ça. Leurs femmes travaillent, ramènent l'argent à la maison, et eux, ils restent chez eux à s'amuser, tout en se plaignant de la difficulté de trouver un emploi. Camille sortit son téléphone, et fit défiler sa galerie d'images. Regarde, ce sont des captures d'écran de leur discussion. Je les avais gardées pour le tribunal. Claire lut les messages. Les membres du groupe s'appelaient Damien, Vincent, Arthur, Guillaume et Maxime. Les messages expliquaient comment simuler la fatigue après un prétendu entretien, comment avoir l'air abattu après un refus, et quelles excuses fonctionnaient le mieux. L'un d'eux avait écrit « Le plus important, c'est de ramener régulièrement des annonces imprimées à la maison. Ma femme voit que je fais des efforts, et me fiche la paix. » Vincent avait répondu « Ma femme ne vérifie absolument rien. C'est le pied. » Claire rendit le téléphone à Camille. « Merci de me l'avoir dit. J'ai pensé que tu devais le savoir. Quand j'ai découvert tout ça, personne ne m'avait prévenu. J'ai perdu 3 ans de ma vie. Je ne veux pas que d'autres femmes subissent la même chose. » Elles terminèrent leur café, et échangèrent leur numéro de téléphone. Camille lui souhaita bonne chance, et s'en alla. Claire resta assise une bonne dizaine de minutes, assimilant cette nouvelle réalité. Ce n'était donc pas seulement de la paresse de la part de Vincent, c'était une stratégie délibérée, qu'il partageait avec d'autres parasites de son espèce. Ils s'apprenaient mutuellement à tromper leurs épouses, à vivre à leur crochet, sans jamais ressentir la moindre once de culpabilité. Elle sortit du café, et rentra chez elle. Vincent était attablé dans la cuisine, mangeant un sandwich, les yeux fixés sur sa tablette. En la voyant, il lui sourit. « Salut. Tu en as mis du temps. J'ai croisé une connaissance, on a un peu discuté. » Ah. Dis, ma mère a encore appelé, elle me relance pour cet argent. J'y réfléchis encore. Eh bien, réfléchis vite, l'échéance approche. Claire passa devant lui sans un mot, alla dans la chambre, s'allongea sur le lit, et fixa le plafond. C'était bientôt fini, il lui fallait juste encore un tout petit peu de patience. Le vendredi matin, elle annonça à Vincent qu'il y avait une fête d'entreprise le soir même. Elle risquait de rentrer tard, aux alentours de minuit. Vincent hocha la tête, sans même demander de détails. Claire partit travailler comme à son habitude, mais à l'heure du déjeuner, elle posa son après-midi. Elle quitta le bureau, prit un taxi,
et rentra chez elle. Il était environ 2 heures de l'après-midi. Elle arriva devant l'immeuble, monta à son étage, sortit ses clés, et ouvrit la porte sans faire le moindre bruit. Des voix et des rires s'échappaient du salon. Des voix d'hommes, ils étaient plusieurs. Claire retira ses chaussures, s'avança à pas de loup dans le couloir, et jeta un œil dans la pièce. Vincent était affalé sur le canapé, entouré de 2 autres hommes. Des bouteilles de bière, et un bol de chips trônaient sur la table basse. Devant chacun d'eux, un ordinateur portable affichait un jeu en réseau. Ils jouaient en équipe, discutaient bruyamment, et riaient. L'un des hommes, que Claire reconnut comme étant Damien d'après les photos, demanda d'un ton amusé. « Dis, Vincent, ta femme ne capte vraiment pas que tu ne bosses pas ?» Vincent éclata de rire. « Elle est complètement idiote. L'essentiel, c'est de pleurnicher au bon moment, de dire que je suis épuisée par les recherches, et de lui montrer une offre d'emploi de temps en temps. Elle s'imagine que je me donne à fond. T'as de la chance. Mon ex commençait à me poser trop de questions à la fin. T'as été trop négligent, mec. Il fallait être plus subtil. » Claire se tenait dans le couloir, et écoutait. Ses poings se serrèrent, mais elle garda le contrôle d'elle-même. Elle en avait assez entendu. Elle ressortit silencieusement de l'appartement, descendit, prit sa voiture, et retourna dans le quartier de son bureau. Elle passa le reste de la journée dans un centre commercial. Elle flâna dans une librairie, acheta quelques nouveautés, puis s'installa dans un café, où elle but un café en lisant. À 10 heures du soir, elle rentra chez elle. Vincent était seul, en train de regarder une série. « Alors, cette fête ? » ?»« Sympa. Mais je suis fatiguée. » Elle passa dans la salle de bain, resta longuement sous la douche, puis alla se coucher. Vincent la rejoignit 1 heure plus tard, et s'allongea à ses côtés. Claire ne dormait pas, mais elle fit semblant. Le lendemain, elle retrouva Valérie. Elles s'attablèrent dans un café, et Claire lui relata en détail tout ce qu'elle avait entendu. « C'est terminé, pas un jour de plus. »« Qu'est-ce que tu vas faire ? » ?»« Lundi, je pose ma démission. J'aurai 2 semaines de préavis pour clôturer tous mes dossiers au travail. Pendant ce temps, je termine la paperasse pour l'héritage, je récupère le reste de mes affaires, et je pars. Et lui, il ne la prendra qu'au tout dernier moment. » Valérie opina du chef. C'est la bonne décision. Qu'il assume les conséquences de ses actes, pour une fois dans sa vie. Le dimanche, Claire reçut un email d'une entreprise basée à Rouen. 1 mois plus tôt, elle avait envoyé son CV dans plusieurs villes, juste au cas où. Une importante entreprise de construction lui répondait favorablement. On lui proposait le poste de directrice financière, avec un salaire de 3 200 €. C'était un peu moins que son salaire actuel, mais le coût de la vie était bien plus abordable à Rouen. Elle pourrait travailler en distanciel pendant les 3 premiers mois, après quoi, il serait préférable qu'elle s'installe sur place. Claire accepta l'offre, et demanda à commencer le 1er du mois suivant. On lui donna le feu vert. Elle avait désormais un travail, un appartement, son argent était à l'abri sur un compte sécurisé, et ses affaires étaient déménagées. L'avocate l'avait bien briefé, les documents étaient prêts. Il ne restait plus qu'à porter le coup de grâce. Le lundi matin, Claire se réveilla à 6 heures. Vincent dormait encore. Elle s'habilla comme à son habitude, et prit son sac, qui contenait la lettre de démission, rédigée 2 semaines plus tôt. Elle regarda son mari endormi, et ne ressentit plus rien. Ni pitié, ni colère. Juste un immense vide, là où résidaient autrefois ses sentiments. Après avoir quitté l'appartement, Claire se rendit au travail. La journée fut ordinaire. Réunion, rapport, appel téléphonique. À la pause déjeuner, elle entra dans le bureau du directeur. Monsieur Richard parut surpris. « Claire, y a-t-il un problème ?» Elle posa la lettre sur son bureau. « Je vous présente ma démission, avec un préavis de 2 semaines. » Le directeur prit le document, et le lut. « Mais pourquoi ? Tout se passe si bien pour vous ici,
vos projets sont une réussite. Ce sont des raisons personnelles. Je déménage dans une autre ville. Nous pouvons envisager le télétravail ou une augmentation de salaire. Je vous remercie, mais ma décision est irrévocable. Monsieur Richard soupira. C'est dommage de perdre une si bonne collaboratrice. Très bien, nous allons faire le nécessaire. Vous ferez bien vos 2 semaines de préavis? Oui. Je transmettrai tous mes dossiers à Antoine et Marie. Je préparerai toute la documentation. Ils se serrèrent la main. Claire quitta le bureau et retourna à son poste. Ses collègues n'étaient pas encore au courant. Elle préférait garder le silence, jusqu'au moment opportun. Les 2 semaines passèrent à une vitesse folle. Claire clôturait méthodiquement ses dossiers, transmettait ses projets, rédigeait des consignes, et travaillait encore plus dur que d'habitude, pour ne laisser aucun dossier en suspens. À Vincent, elle prétendait être débordée au bureau, et devoir faire des heures supplémentaires. Il ne s'en formalisait pas, et continuait sa petite routine, jeux vidéo, sorties avec ses amis, et simulation de recherche d'emploi. Lors de son dernier jour de travail, ses collègues lui organisèrent un petit pot de départ, avec gâteau, champagne, et vœux de réussite. Valérie la serra dans ses bras au moment des adieux. « Tiens bon, tu fais le bon choix. Merci pour tout. » Claire récupéra ses documents de fin de contrat, son solde de tout compte, et vida les tiroirs de son bureau. À 18h, elle sortit de l'entreprise. Elle resta une dernière fois devant l'entrée pendant quelques minutes, contemplant ce bâtiment familier. Elle s'y était rendue tous les jours, pendant 5 ans. Désormais, ce chapitre de sa vie était clos. En arrivant chez elle, Claire entra dans l'appartement. Vincent était dans la cuisine, mangeant un sandwich, sa tablette à la main. « Salut. Comment s'est passée ta journée ?» Claire posa son sac par terre, et fixa son mari. « Parfaitement bien. J'ai démissionné. » Vincent détacha son regard de l'écran. « Quoi ? » J'ai démissionné de mon travail. C'était mon dernier jour aujourd'hui. Il resta figé, son sandwich à la main. L'incompréhension se lisait sur son visage. « Tu plaisantes ? » Non. Attends. Comment ça, tu as démissionné ? Tu es complètement folle ? Oui, tout à fait. Une démission volontaire. Vincent posa son sandwich, et se leva. Mais qu'est-ce que tu as fait ? On a des crédits, un loyer, des factures. Comment va-t-on vivre ? Claire retira calmement sa veste, et la suspendit au porte-manteau. Tu as des crédits et un loyer. Moi, je ne faisais qu'habiter ici. De quoi tu parles ? On forme une famille. Vincent s'empara de son téléphone sur la table. Ses doigts tapèrent nerveusement un numéro. Claire entendit la sonnerie, puis la voix de Béatrice. Maman, elle a démissionné. Définitivement. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Claire entra dans la pièce, sortit son propre téléphone, et ouvrit l'application de sa banque. Vincent continuait de parler avec agitation à sa mère, depuis le couloir. Claire navigua méthodiquement dans les paramètres de leur compte commun, supprima Vincent de la liste des mandataires, bloqua toutes les cartes conjointes, et lui révoqua l'accès au relevé bancaire. Vincent revint dans la pièce, le téléphone toujours collé à l'oreille. Il vit Claire manipuler son téléphone, s'approcha, regarda par-dessus son épaule, et blêmit. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Ce que j'aurais dû faire depuis bien longtemps. Il lui arracha le téléphone des mains. Claire ne se défendit pas. Vincent fixait l'écran, faisant défiler les pages. Son visage devenait de plus en plus livide. Tu as bloqué les cartes, tu m'as supprimé des accès. Comment je vais faire, moi ? C'est mon argent, mon compte. Tu n'y as jamais eu le moindre droit. Mais nous sommes mariés. Pour le moment. Plus pour longtemps. Béatrice hurlait quelque chose au bout du fil.
Claire entendait sa voix, même à distance. Vincent pressa le téléphone contre son oreille. Oui, maman, elle a tout bloqué. Je ne sais pas, viens ici. Oui. Il raccrocha, et fusilla Claire du regard, avec haine. Tu as tout gâché. J'ai tout réparé. Les 20 minutes suivantes s'écoulèrent dans un silence de mort. Vincent faisait les 100 pas dans l'appartement, appelait quelqu'un au téléphone, et fumait nerveusement sur le balcon. Claire, assise dans la cuisine, sirotait un thé. Elle se sentait en paix. Enfin. On sonna à la porte, de manière brusque et insistante. Vincent se précipita pour ouvrir. Béatrice fit irruption, rouge de colère, à bout de souffle. Où est cette? Où est-elle? Claire sortit dans le couloir. Sa belle-mère se rua sur elle en hurlant. Espèce d'idiote, comment as-tu osé démissionner de ton travail, et bloquer les cartes bancaires? Qui va payer mon crédit immobilier, maintenant? Et qui va subvenir aux besoins de mon garçon? Il est aussi au chômage, lui. Claire la regarda avec un calme absolu. Béatrice continuait de glapir, en gesticulant frénétiquement. Vincent, debout à ses côtés, gardait le silence. Mais elle ne pouvait même pas imaginer ce que j'allais faire ensuite, murmura doucement Claire. Elle fit demi-tour, et alla dans la chambre. Elle en ressortit une minute plus tard, poussant 2 grosses valises, qu'elle planta au milieu du couloir. Voici tes affaires, Vincent. Il y a tes vêtements, tes chaussures, et tes documents. Béatrice, voici les affaires que vous laissiez chez nous, votre peignoir, vos chaussons, et vos produits de beauté. La belle-mère ouvrit la bouche, mais Claire ne lui laissa pas le temps de prononcer un mot. Elle sortit une chemise cartonnée de son sac. Voici ma requête en divorce. Je la déposerai demain, dit-elle, en posant un premier document sur la valise. Ce sont les captures d'écran de vos messages, où vous me qualifiez de « poule aux œufs d'or » et où vous discutez de la meilleure façon de continuer à me traire. Un deuxième document s'ajouta. Ceci est une attestation de l'entreprise informatique où Vincent prétendait travailler. Il n'a jamais fait partie de leurs effectifs au cours des 5 dernières années. Un troisième. Et voici une attestation de la société Technoplus, où il prétend avoir été embauché récemment. Ils ne connaissent aucun employé de ce nom. Un quatrième. Ceci est le relevé bancaire de notre compte commun, pour ces 5 derniers mois. 600 € dépensés en jeux vidéo et en loisirs. Et le 5e document. Enfin, voici le contrat de location de cet appartement, établi à mon seul nom. Je le louais 2 ans avant notre mariage. Vincent n'y est pas domicilié, et ne l'a jamais été. Il vivait ici uniquement parce que je le tolérais. Claire releva la tête, et les regarda droit dans les yeux. Vous avez exactement 1 heure pour prendre vos affaires, et déguerpir. Sinon, j'appelle la police pour occupation illégale. Béatrice resta pétrifiée 1 seconde, puis se jeta sur Claire, poing en avant. Claire fit un pas de côté. Malgré sa voix tonitruante, la belle-mère était une femme frêle. Claire la maintint facilement à distance, d'un seul bras. Ne faites pas ça, vous ne feriez qu'aggraver votre cas. Vincent prit soudain la parole. Sa voix tremblait. Tu as tout gâché. On était si bien. Pourquoi fais-tu ça? Claire se tourna vers lui. Vous étiez bien. Vous viviez à mes crochets, vous mentiez, vous manipuliez, et moi, j'étais assez stupide pour vous croire. Vincent tomba soudain à genoux, et lui attrapa la main. Pardonne-moi, je vais changer. Je te jure que je vais trouver du travail. Je serai un autre homme. Laisse-moi une chance. Claire le toisa de haut. Des larmes coulaient sur le visage de son mari. Il faisait pitié à voir. Tu mens, même à cet instant précis. Lève-toi. C'est pathétique. Claire, ma chérie, je t'en supplie, je t'aime. Tu aimes mon argent. On sonna à la porte. Claire passa devant son mari toujours agenouillé, et ouvrit.
Sur le palier se tenaient deux hommes très baraqués. Elle leur avait demandé de l'aide une semaine auparavant. C'étaient des amis de son frère, d'anciens sportifs. Bonjour. Entrez. Les deux hommes entrèrent sans un mot, évaluèrent la situation, prirent les valises, et les sortirent sur le palier. Vincent bondit sur ses pieds. C'est illégal. C'est chez moi. Je suis domicilié ici. Claire sortit un dernier document de sa chemise. Non, tu n'es pas domicilié ici. Voici l'attestation de la mairie. Vérifie par toi-même. Je te permettais simplement de vivre ici. Maintenant, je ne te le permets plus. Béatrice se mit à halter, et porta une main à son cœur. J'ai une crise. Appelez le SAMU. Si vous voulez, je les appelle. Mais les médecins vous diront exactement ce qui est écrit dans votre dossier médical. Vous avez un cœur en parfaite santé. J'ai vérifié. Sa belle-mère laissa retomber sa main. Nous irons en justice. Je raconterai à tout le monde qui tu es vraiment. Tu vas te faire virer de ton travail avec perte et fracas. J'ai déjà démissionné. Racontez-le à qui vous voudrez. Moi, j'ai des enregistrements de vos conversations, et des preuves de vos manipulations. Et vous, qu'avez-vous? L'un des hommes revint du palier. Les valises sont en bas. Il y a autre chose à sortir? Claire balaya l'appartement du regard. Vincent, as-tu encore des affaires personnelles? Il resta silencieux, les poings serrés. Dans ce cas, c'est terminé, vous pouvez partir. Tu vas le regretter, croassa Vincent. Tu vas le regretter amèrement. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Béatrice et Vincent restèrent plantés là encore une minute, puis firent demi-tour, et sortirent. La porte claqua, et les deux amis restèrent avec elle. Tu as besoin d'autre chose? Non, merci. Vous m'avez été d'une aide précieuse. Ils partirent à leur tour. Claire ferma la porte à double tour, s'y adossa, et ferma les yeux. Le silence. Pour la première fois depuis des mois, le silence et la paix. Elle alla dans le salon, et ouvrit la fenêtre. L'air frais d'octobre envahit la pièce. Claire prit une grande inspiration. Elle était libre. Le lendemain, elle déposa sa requête en divorce. L'avocate avait tout préparé dans les règles. Vincent tenta de l'appeler une vingtaine de fois, et lui envoya des messages. Claire ne répondit pas, et bloqua son numéro, ainsi que celui de sa belle-mère. 3 jours plus tard, elle arriva à Rouen. L'appartement nécessitait encore des travaux, mais il était habitable. Claire engagea une équipe d'ouvriers, et s'entendit avec eux pour un rafraîchissement, repeindre les plafonds, poser du nouveau papier peint, et remplacer la plomberie. Il y en avait pour 1 mois de travaux. En attendant, elle loua un petit studio dans un quartier récent, commença son nouveau travail, régla toutes les formalités administratives, et obtint ses accès à la messagerie et au système de l'entreprise. Pendant les 3 premiers mois, elle travailla en distanciel, comme convenu. Son salaire était légèrement inférieur au précédent, mais les dépenses étaient moindres à Rouen. De plus, elle n'aurait bientôt plus de loyer à payer, puisque son appartement serait disponible après les travaux. Une semaine s'écoula, puis une autre. La vie reprenait peu à peu un nouveau cours. Le matin, Claire se réveillait sans aucune angoisse, elle travaillait sereinement, sans se soucier de qui dépensait l'argent de son compte, ni de combien. Le soir, elle se promenait dans cette ville inconnue, découvrant ses rues, ses cafés, et ses parcs. Un soir, alors qu'elle était assise dans son studio de location, devant son ordinateur, le téléphone sonna. C'était un numéro fixe, qu'elle ne connaissait pas. Claire décrocha. Allô? Claire, c'est moi. C'était la voix de Vincent, faible et tremblante. Comment as-tu eu ce numéro? Ça n'a pas d'importance. Écoute, il faut que je te parle. C'est urgent. Je n'ai plus rien à te dire. Attends, ne raccroche pas.
Ma mère est à l'hôpital. Claire se figea. Que s'est-il passé? Elle a eu un problème cardiaque à cause du stress. Elle va mal. Très mal. Les médecins disent qu'il faut l'opérer d'urgence. Et il faut de l'argent. 2000 €. Claire. Je sais qu'on a mal agi, mais elle risque de mourir. Tu ne veux quand même pas que... Stop. Claire ouvrit son navigateur web et trouva rapidement le site de l'hôpital de la ville où vivaient Vincent et sa mère. Elle accéda à la section des admissions. Comment s'appelle l'hôpital? L'hôpital central. Service de cardiologie. Claire trouva le numéro du service, le composa sur son deuxième téléphone, posa le premier sur la table en activant le haut-parleur. Vincent continuait de parler, mais elle ne l'écoutait plus. Une infirmière décrocha. Claire se présenta comme une parente, et demanda des nouvelles de l'état de santé de Béatrice Dubois. L'infirmière vérifia dans la base de données. Nous n'avons aucune patiente de ce nom. Peut-être dans un autre service? Non, on m'a bien dit en cardiologie. Un instant. Ah, oui, Madame Dubois est venue en consultation chez le cardiologue, avant-hier. Une visite de routine, tout va bien. Aucune pathologie n'a été détectée. Elle est en parfaite santé? Oui. Conclusion du médecin, patiente en bonne santé. Une légère arythmie, qui ne nécessite aucun traitement. Je vous remercie. Claire reprit le premier téléphone. Tu as entendu? Un silence. Vincent, je te demande si tu as entendu. Claire, attends. Ta mère va très bien. Elle a passé un examen de routine. Elle n'a besoin d'aucune opération. Mais les médecins peuvent se tromper. Même si c'était vrai, ce n'est plus mon problème. Vous avez fait votre choix. Moi, j'ai fait le mien. Claire, on ne peut pas être aussi cruel, et un peu de compassion. Ma compassion s'est envolée à l'instant même où j'ai lu vos messages. La poule aux œufs d'or. Tu t'en souviens? Elle raccrocha, bloqua ce nouveau numéro, referma son ordinateur, et sortit sur le balcon. La ville lui était inconnue, mais elle n'était plus étrangère. Rouen devenait peu à peu sa maison. Doucement, mais sûrement. 3 semaines plus tard, les travaux de l'appartement étaient terminés. Claire emménagea, fit venir les affaires qui étaient stockées chez Valérie, et meubla les pièces sobrement, sans fioritures, un canapé, une table, une armoire. Cela lui suffisait amplement. Au travail, tout se passait pour le mieux. La direction appréciait son professionnalisme. On lui proposa même de venir travailler en présentiel, plutôt que prévu. Claire accepta, fit la connaissance de ses collègues, et s'intégra à l'équipe. Une femme d'une quarantaine d'années, Hélène, analyste financière, l'invita à déjeuner dès son premier jour. « Tu viens de Paris? » « Non, je viens d'une autre ville. J'ai déménagé récemment. » « Et pourquoi Rouen? » « J'ai hérité de cet appartement ici. » « Je vois. Et alors, ça te plaît, pour l'instant? » « Oui, c'est calme ici. » Elle devint amie. Hélène était divorcée, et élevait sa fille seule. Elle savait ce que signifiait recommencer sa vie à zéro, ne posait pas de questions indiscrètes, et se contentait d'être présente. Un mois plus tard, Claire reçut un courrier du tribunal. Vincent avait déposé une demande reconventionnelle. Il réclamait le partage des biens, des dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi qu'une pension alimentaire pour lui-même, en tant que conjoint dans le besoin. Claire appela Maître Rousseau, l'avocate qu'elle avait consultée précédemment. « Ne vous inquiétez pas, il n'a aucun fondement. Les biens vous appartiennent, et vous en avez les preuves. Le préjudice moral est tout simplement ridicule. Compte tenu de ces messages. Quant à la pension alimentaire, il est parfaitement apte à travailler, il choisit juste de ne pas le faire. Le juge rejettera sa demande. » C'est exactement ce qui se produisit.
L'audience fut expéditive. Vincent s'y présenta avec un avocat, probablement payé avec les dernières économies de sa mère. L'avocat essaya de faire valoir ses droits, cita des articles de loi, et parla des valeurs familiales. La juge l'écouta attentivement, puis lui demanda de fournir des preuves. Vincent n'en avait aucune. Claire, en revanche, disposait de relevés de comptes, de factures, de contrats, et des captures d'écran de ses messages. La juge examina les documents, et rendit son verdict: le divorce était prononcé, il n'y avait pas lieu de diviser les biens puisqu'il n'y avait aucun bien commun, et la demande de pension alimentaire était rejetée. Le délai d'appel était d'1 mois. Vincent ne fit pas appel. Apparemment, il n'avait plus les moyens de se payer un nouvel avocat. 1 mois plus tard, Claire reçut son certificat de divorce. Elle était officiellement libre. 6 mois s'écoulèrent. L'hiver laissa place au printemps. Claire s'était bien acclimatée à Rouen. Son travail marchait à merveille. On l'avait même augmenté à 3 500 €. Elle s'était fait quelques connaissances en ville, qu'elle retrouvait parfois au café. Sa vie était paisible, rythmée, et prévisible. Un samedi, alors qu'elle faisait ses courses au supermarché, et patientait à la caisse, elle entendit une voix qu'elle connaissait. Elle se retourna. C'était Camille, l'ex-femme de Damien, l'ami de Vincent. « Claire, salut !» Elles se prirent dans les bras. « Comment vas-tu ? Tu as déménagé, c'est ça ? » « Oui, je suis à Rouen. Nouveau travail, nouvelle vie. » « Et alors, comment c'est ? » ?»« Très bien, c'est tranquille. » Elles sortirent du magasin, et restèrent discuter près de l'entrée. « Écoute, ça fait un moment que je voulais t'écrire, mais je ne savais pas si c'était une bonne idée, » dit Camille. « Tu te souviens de ce que je t'avais raconté sur leur groupe de discussion ? » ?»« Oui, je m'en souviens. » »« Eh bien, j'ai montré les captures d'écran aux autres femmes de leur bande, j'ai cherché à savoir qui d'autres en faisaient partie, et j'ai retrouvé leurs épouses. 3 d'entre elles ont demandé le divorce. Et 2 autres y réfléchissent encore, mais elles ont commencé à creuser. Nous avons créé notre propre groupe de soutien, on se réunit, on discute, on s'entraide. Tu ne voudrais pas nous rejoindre ? Claire réfléchit un instant. Mais je vis dans une autre ville, maintenant. On échange sur Telegram, ce n'est pas nécessaire de se voir en personne. D'accord, je vais y réfléchir. Elles échangèrent leurs coordonnées, et se séparèrent. Claire rentra chez elle avec ses sacs de courses, en se disant, un groupe de soutien, avec d'autres femmes qui ont traversé la même épreuve. Ce serait peut-être une bonne chose, après tout. Le soir même, elle écrivit à Camille, et lui demanda de l'ajouter au groupe. Camille l'ajouta immédiatement. Le groupe comptait 8 membres, des femmes de tous âges, vivant dans des villes différentes. Une seule chose les unissait, toutes avaient été confrontées à la manipulation, au mensonge, et à l'exploitation. Claire lut les messages des dernières semaines. Les histoires variaient, mais le fond restait identique. Des maris qui ne travaillaient pas pendant des mois, voire des années, qui vivaient au crochet de leurs femmes, et qui mentaient sur leur recherche d'emploi. Leur mère s'en mêlait, exigeant de l'argent. Et tout cela était dissimulé sous de beaux discours sur la famille, l'amour, et le soutien mutuel. L'une des femmes avait écrit, « Le plus terrible, c'est de réaliser qu'on ne t'a jamais aimé, qu'on t'a simplement utilisé. » Une autre avait répondu, « Mais maintenant, nous sommes libres, et nous ne laisserons plus jamais personne nous traiter de la sorte. » Claire ajouta, « L'important, c'est de ne pas regretter le temps perdu. Nous en avons tiré des leçons, et nous sommes devenues plus fortes. » Petit à petit, elle se mit à participer aux discussions, à partager son expérience, et à soutenir celles qui entamaient à peine leur procédure de divorce. Cela l'aidait à ne plus se sentir isolée dans sa propre histoire. Quelques semaines plus tard, Camille lui envoya un message privé. « Dis, j'ai du nouveau. Tu te souviens de ton ex ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Il s'est trouvé une nouvelle copine, une toute jeune de 23 ans. Elle est vendeuse dans une boutique, et il vit déjà chez elle. » Claire fixa le message pendant un long moment.
Comment le sais-tu? Je les ai vus par hasard dans un centre commercial. Il était en train de lui raconter des bobards, et elle le buvait des yeux. Je l'ai reconnu, c'est l'ami de ma voisine. Tu veux que je la prévienne? Claire réfléchit. D'un côté, elle avait envie d'éviter à cette jeune femme de commettre une erreur. De l'autre, croirait-elle une parfaite inconnue, ou penserait-elle qu'il s'agissait simplement de la vengeance d'une ex-femme amère? Non, répondit Claire. N'en fais rien. Tu es sûre? Oui. Chacun doit apprendre de ses propres erreurs. Si tu la préviens, elle ne te croira pas. Elle doit traverser cela par elle-même. Je comprends. C'est juste que cette fille me fait pitié. À moi aussi, mais c'est sa vie. Claire ferma la conversation, se leva, et s'approcha de la fenêtre. Dehors, la ville s'illuminait. Rouen était peu à peu devenue sienne. Son travail était intéressant, ses collègues sympathiques, et elle avait son propre appartement. Sa vie n'était pas parfaite, mais elle était devenue authentique. Parfois, le soir, la mélancolie s'emparait de Claire. Elle aurait aimé avoir quelqu'un à ses côtés. Pas nécessairement un homme, juste un être cher, une amie, une sœur, ou sa mère. Mais sa mère était décédée quelques années auparavant. Elle n'avait pas de sœur, et ses amis étaient restés dans son ancienne ville. Une nuit, elle se réveilla, saisie d'une angoisse inexplicable. Assise sur son lit, dans le noir, elle pensa, peut-être aurais-je dû simplement parler à Vincent, lui accorder une autre chance, et essayer de sauver notre mariage. Puis elle se souvint de cette conversation, surprise dans son propre salon. L'essentiel, c'est de pleurnicher au bon moment, de dire que je suis épuisée par les recherches. Elle s'imagine que je me donne à fond. Et elle réalisa, non, certaines personnes n'ont que faire d'une seconde chance. Elles ont juste besoin de victimes. Elles ne changent pas, parce que cette situation leur est trop confortable. Un mois plus tard, Béatrice perdit son appartement. La banque le saisit pour défaut de paiement. Claire l'apprit par hasard. Camille lui écrivit qu'elle l'avait appris par des connaissances communes. La belle-mère avait emménagé avec son fils, chez sa nouvelle petite amie. Claire imagina le quotidien de cette jeune femme de 23 ans. Vincent, sa mère, les demandes d'argent incessantes, les manipulations. Elle ne ressentit aucune joie mauvaise, juste une profonde compassion teintée de lassitude. Un soir, alors que Claire sirotait un thé sur son balcon, elle reçut un message de Camille sur son téléphone. « Merci de ne pas avoir gardé le silence, la dernière fois. J'ai découvert les conversations de leur groupe. Et je les ai montrées aux autres femmes. 3 d'entre elles ont déjà demandé le divorce. Nous avons créé notre propre groupe de soutien. Tu en fais déjà partie, mais je te l'écris officiellement, merci à toi. » Claire fixa longuement le message. Puis elle rédigea sa réponse. « C'est moi qui te remercie pour ton soutien, et de ne pas m'avoir laissé me sentir seule. » Elle envoya le message, et verrouilla son téléphone. Elle termina son thé refroidi, et regarda la ville par la fenêtre. Elle ne lui semblait plus étrangère. Rouen était devenue sa maison. Pas immédiatement, mais progressivement, c'était devenu une évidence. Ce soir-là, Claire sortit son ancien téléphone, qu'elle n'avait pas allumé depuis longtemps. Elle le mit à charger, ouvrit la galerie, et fit défiler les photos, des clichés d'elle avec Vincent, avec sa mère, et des fêtes de famille. Tous ces sourires lui paraissaient désormais d'une hypocrisie flagrante. Méthodiquement, elle supprima les photos, une par une. Elle ne garda que celles où elle apparaissait seule, lors d'un déplacement à Lyon, à une conférence à Bordeaux, ou avec ses collègues lors d'une soirée d'entreprise. Voilà qui elle était, authentique, sans masque, et sans faux-semblant. La dernière photo avec Vincent s'afficha à l'écran. C'était leur mariage. Elle dans sa robe blanche, lui dans son costume, tous deux souriants. Claire scruta son propre visage sur le cliché, elle était heureuse, amoureuse, et si naïve. Cette femme croyait aux contes de fées. Elle appuya sur « supprimer » et éteignit le téléphone. Sa vie n'était pas devenue idyllique. L'appartement exigeait une attention constante, un robinet qui fuyait par-ci, des fils électriques qui faisaient des siennes par-là.
Le travail était parfois éreintant, et la solitude des soirées lui pesait. Mais tout cela était vrai. Sans mensonge, sans manipulation, et sans aucune exploitation. Claire quitta le balcon, rapporta sa tasse dans la cuisine, et s'approcha du miroir de l'entrée pour observer son reflet. Elle était la même qu'avant, mais profondément différente. Plus forte, plus libre. Sa nouvelle vie ne promettait pas d'être facile, mais elle promettait d'être honnête. Et cela lui suffisait amplement.